une fois qu'on est décollé, ça devrait être bon. Et voilà. Alors nous reprenons en quelque sorte le parcours des premiers carriers qui ont redécouvert ces carrières au début du XXe siècle, des carrières qui ont été exploitées à partir du Moyen-Âge. Ce qu'il en sera. Sur ce, quelques semaines avant le jour J, les projets alliés sont perturbés par un retrait des Allemands de quelques kilomètres sur la ligne extrêmement fortifiée. Une véritable constellation radiée au cabinet du général. L'offensive préparée avec tant de soin tombée dans le vide. On reconnaît par écrit le quartier général. Le plan d'attaque franco-britannique est maintenu sans modification. Ce qui en dit long sur l'impréparation et les malentendus qui ont envoyé tant d'hommes à la mort. Certains ne seront pas dupes, comme le poète Sassoon, blessé à la bataille d'Arras. Bonjour, bonjour les gars, a dit le général quand on l'a rencontré en partant pour le front. Et il décoche un grand sourire à ses soldats, presque tous morts maintenant. Qu'il aille au diable avec son état-major de salaud et d'incompétent. Écoutons le rapport du lieutenant Clark, du régiment du Lincolnshire. À 9h30, nous avons reçu l'ordre d'avancer en direction de la Blue Line. La progression était très lente à cause du sol ravagé et du terrain extrêmement lourd. Le bataillon a rejoint la Blue Line peu avant midi. Et à 12h, nous étions tous en position, prêts à l'attaque, ce qui laissait un quart d'heure pour nous reposer. Le premier objectif, Saint-Laurent-Blangy, est pris. Deuxième objectif, le Railway Triangle, une forteresse formée par les remblais de 2 lignes de chemin de fer qui commandent toute la Battery Valley. Les Allemands sont distribués tout autour, par îlots d'une quarantaine de soldats d'élite. Ils tiennent en échec 2 brigades. Grâce à l'appui du tank Lusitania, le Railway Triangle est tout de même pris aux environs de 13 heures. Reste la ligne Wancourt-Feuchier. La capture de Tilwell et Mofled a ouvert la voie. Mais le premier Gordon Highlanders est décimé. Nous avons rencontré d'énormes difficultés pour obtenir des nouvelles du front pendant l'avancée de la Blue Line à la Brown Line. Et c'est seulement après 16 heures que j'ai eu confirmation de la prise de la Brown Line, où les quartiers généraux des bataillons ont ensuite été déplacés. Le 9 avril est donc un succès foudroyant, sans précédent pour les Britanniques. Au dire même de Ludendorff, le général allemand, si les Britanniques avaient continué à avancer, la guerre aurait changé de visage. Mais le 10 avril, à 10h30, au quartier général de la 3e armée, le général Allenby déclare l'ennemi en déroute et reporte au 11 avril la poursuite des objectifs.
Cela laisse une journée aux Allemands. Juste le temps qu'il faut à des troupes fraîches pour arriver et à l'artillerie lourde pour intervenir. Le matin du 10, j'ai pris le commandement de toutes les troupes de la Brown Line et de la Green Line. La journée du 10 a été calme, mis à part les bombardements, les principaux objectifs étant la Green Line, le point du jour et la ligne de soutien. Vers 19h, on m'a informé que la 103e brigade sur la gauche subissait une contre-attaque. C'est un tournant dans la bataille. L'ennemi reprend le dessus sur l'ensemble du front. À Monchy-le-Preux, la neige tombe à gros flocons. Les hommes ont froid, faim et ils sont épuisés. L'ordre d'attaquer arrive à 5 h du matin. Sans même avoir le temps de boire une tasse de thé ou une rasade de rhum, les troupes repartent. Des tirs leur partent de passage. Les Allemands sont là, retranchés dans le village, en position de force. Les combats font rage. Nouvelle et terrifiante expérience pour les soldats britanniques. Le matin du 11, les tirs d'obus ennemis se sont considérablement intensifiés et se sont poursuivis toute la journée. Il y a eu des pertes importantes dans tous les bataillons. S'y tombe le 6e Cameron Highlanders, très visible dans la neige, qui se fait anéantir, et la cavalerie des Northern Yeomanry, qui galope, guidée par des chevaux fous sans cavaliers. Les rues de Monchy ruissellent du sang des hommes et des chevaux. Malgré tout, le 11 au soir, le village est aux mains des Britanniques. Les étapes suivantes se révèlent plus difficiles encore. La position connue sous le nom de Chemical Works à Reux est inexpugnable. Les hommes y sont massacrés. La 10e brigade d'infanterie, notamment, a perdu 1000 hommes sur 1600. Pour un témoin anonyme, l'ordre d'attaquer en plein jour dans des conditions pareilles était irresponsable. En dépit de leur bravoure, les Britanniques n'avaient aucune chance. L'offensive est bloquée. À Bullecourt, les Australiens réussissent à remporter la première ligne allemande en laissant de nombreux morts. À Wancourt, la 3e division britannique, l'une des troupes qui s'était abritée dans les carrières d'Arras, s'empare du village, mais au soir du 11 avril, les Allemands, riches de leurs 8 divisions de réserve, reçoivent du renfort. Les Britanniques, eux, sont à bout de force, sans aucune possibilité de renfort et sans aucun ravitaillement. Sans doute ont-ils déjà compris que les prochaines vagues d'assaut vont s'échouer une à une, jusqu'au 15 mai, date de la fin de cette première phase. Mais ils tiennent bon, par loyauté. Au regard de l'histoire de la Grande Guerre, la bataille d'Arras aura permis de désenclaver la ville et de clouer au sol les réserves allemandes, les empêchant de se rendre au chemin des Dames. Et les Britanniques auront gagné 12 km sur le front. Mais à quel prix? Dans l'espace de 2 mois, 4000 hommes par jour ont perdu la vie. Les Allemands sont parvenus à stopper l'offensive. Le résultat final est donc bien loin des espoirs qu'ont laissé présager les 2 premiers jours. C'est seulement à l'été 1918 que la rupture du front sera obtenue grâce à la supériorité en hommes et en matériel des forces alliées. Elle aboutira à l'armistice du 11 novembre 1918 et au traité de Versailles, mettant fin à cette guerre que certains qualifient aujourd'hui de guerre civile européenne.
Corpo terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre. Matelot, emplis mon verre et chante avec les poilus. Nous avons gagné la guerre, un crois-tu qu'on les a eus? Matelot, en verse à boire et surtout n'y mets pas d'eau. Et pour fêter la victoire, j'offre Coche et Clémenceau. Après 4 ans d'espérance, tous les peuples alliés, avec les poilus de France, font des moissons de laurier, et qui préside la fête, la joyeuse Madelon. Dans la plus humble guinguette, on entend cette chanson. Oh oui, Madelon, à boire et du bon. Madelon, emplis mon verre et chante avec les poilus. Nous avons gagné la guerre, un crois-tu qu'on les a eus? Madelon, en verse à boire, et surtout n'y mets pas d'eau. Et pour fêter la victoire, j'offre Coche et Clémenceau. Sur le marbre et dans l'histoire, enfants, vous verrez graver les noms rayonnants de gloire de ceux qui nous ont sauvés. Mais en parlant de vos pères, n'oubliez pas Madelon, qui versa sur leur misère la douceur d'une chanson. Chantons Madelon, la muse du front. Madelon, en verse à boire, et chante avec les poilus. Nous avons eu la victoire, un crois-tu qu'on les a eus? Madelon, en verse à boire, et surtout n'y mets pas d'eau. Et pour fêter la
tout à l'heure, on était sur la colline de Lorette, on dominait un peu le champ de bataille. Et là, maintenant, vous l'avez compris tout de suite, on est dans le sous-sol avec Alain Jacques, qui est archéologue. Ici, nous sommes sous Arras, sous la ville d'Arras. On est sous la ville d'Arras. À combien de Lorette? On est à un vol d'oiseau, on est à 7-8 km. Pas plus. Arras qui a été très bombardé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, oui. Et cette carrière qu'on appelle la carrière Wellington, c'est quoi? C'est une carrière moyenâgeuse au départ? Oui, on a des zones d'extraction de craie sur Arras, dans la partie est d'Arras, entre le 11e et le 19e siècle. Et ces carrières, au fur et à mesure de la progression de la ville, ont été oubliées et on a bâti au-dessus de ces carrières. Donc au-dessus, à 20-30 mètres au-dessus de nous, on a la ville d'Arras. La ville et la ville. Alors, quel est le lien entre cette carrière et le premier conflit mondial déjà, enfin la Grande Guerre? Alors, c'est intéressant parce que notre première descente en tant qu'archéologue, c'était de retrouver les lieux d'extraction pour nourrir les chantiers de la ville médiévale. Donc on est descendu là avec notre casquette d'archéologue, en cherchant les traces d'extraction, voir un petit peu le type de moellon qui était sorti. Vous ne cherchiez pas les traces de la guerre? Pas du tout, pas du tout. Mais au fur et à mesure de nos travaux, qui ont duré quand même plusieurs mois, on a trouvé des graffitis. D'abord une dizaine, après une centaine, et on en était à 3000. Comme ceux qu'on voit là, oui, en rouge ou en noir. Le 8A, qui sont les numéros de piliers. Oui, ce sont des traces d'origine. Ah, des traces d'origine. Tout ce qui est en noir, c'est tout ce qui est Première Guerre mondiale. Et bien sûr, les lieux seront réoccupés à partir des années 35-36, en préparation de la Seconde Guerre mondiale, par la défense passive. Mais avec une autre fonction. Alors cette carrière, totalement. Vous la découvrez telle qu'elle était, et qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là, de traces de la Première Guerre? On voit énormément d'objets qui ont été laissés par les soldats britanniques. Casques, chaussures, grenades. Et tous ces objets étaient là depuis pratiquement 80 ans, sans que ça ne choque personne. Et on a commencé à chercher les archives. D'abord en France, ensuite en Angleterre, parce que toutes les archives qui concernent Arras sont parties en Angleterre dès les années 20. Et on a vu l'importance en fait de ces carrières au cours d'une opération stratégique de l'année 1917 qu'on appelle la bataille d'Arras et qui vient en soutien, en diversion de la fameuse bataille du chemin des Dames de mai 1917. Alors cette fonction très spécifique à la Première Guerre mondiale, quelle était-elle? Parce que ça n'était pas un refuge pour les soldats ici. Ils ne se mettaient pas seulement à l'abri des bombardements. Je veux dire que c'est un souterrain actif, offensif. Un cheval de Troie. Un cheval de Troie qui permettait, dans l'idée du haut commandement anglais, de passer sous les lignes anglaises, de passer sous le no man's land et de se retrouver à quelques dizaines de mètres simplement de la première ligne de défense allemande. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et ces lieux ont fait l'économie énorme de vie humaine. On se rappelle que l'année précédente, c'est la bataille de la Somme, avec des pertes énormes, 60 000 victimes en une seule journée. Là, l'état-major anglais ne voulait pas recommencer cette malheureuse expérience. Donc là, l'idée d'utiliser ces carrières est venue, donc on les redécouvre. De passer discrètement sous les lignes. Finalement, il fallait prendre l'ennemi en tenaille, d'un côté par ces carrières en arrivant par le sous-sol, oui. Et de l'autre côté par le chemin des Dames, c'est ça? Tout à fait. Là, en surface, oui. Et ça a été l'échec concept. Et ici, ça a été une victoire? Ça a été une victoire. Les 2 premiers jours, il y a très peu de pertes britanniques. C'est d'ailleurs très symptomatique quand on visite Arras, entre Arras et Cambrai par exemple, qui est le grand axe de progression de la bataille. Les premières victimes sont individuelles. On a des signes où on a le nom de la personne qui est morte. Isaac, 7e compagnie, et il a un monument. Par contre, une fois qu'on va quitter ces lieux protecteurs, on va dire, là, la guerre de tranchées reprend, et avec des pertes énormes. Et là, on voit apparaître après les grands cimetières anglais que l'on connaît partout dans notre région. Alain, qu'est-ce qui explique qu'on est... Enfin, on ne connaissait pas ce lieu. Pendant longtemps, on ne l'a pas connu. Et vous l'avez rouvert depuis très peu. C'est un lieu méconnu. Je pense qu'il est toujours lié ici à Arras, tout au moins pour sa période contemporaine, à des faits de guerre.
Et je pense qu'une fois que les Arageois s'en sont servis pendant la Première Guerre mondiale, on a tout fait de l'oublier. Et idem pour la Seconde Guerre mondiale, pourtant je connais des gens qui ont séjourné plusieurs semaines ici, hein, soit en 40, soit en 44, mais on fait vite l'impasse. Et la vie, c'est vraiment en haut, c'est dans la ville. Et on oublie vite ce lieu qui a protégé. Qu'est-ce qui vous a Arageois. décidé à le rouvrir et à l'aménager comme il est aujourd'hui et à l'ouvrir aux visiteurs? D'abord, c'est une démarche purement, je l'avoue, égoïste et scientifique. On avait, nous, un champ de recherche extraordinaire de plusieurs dizaines de kilomètres pour des archéologues, c'était extraordinaire. Et puis, à force de mieux le connaître, on s'est dit quand même, c'est un lieu, peut-être pas tout, peut-être pas les 20 kilomètres, mais il y en aurait bien, ça intéresserait quand même le public. Et on a commencé à faire descendre les gens. Pour des portes ouvertes, pour des choses comme ça. Et on a vu l'intérêt des Arageois d'abord, et puis un peu plus large. On est allé voir les élus, on les a fait descendre, en disant oui, c'est quand même intéressant. Et là, bon, ça a été le flash, hein, Mais il y a 5 ans, c'est ouvert depuis 5 ans, mais le projet est en gestation, il faut à peu près une dizaine d'années, hein, entre convaincre les gens, voir les premières études, parce qu'on est dans un milieu quand même hostile, hein, faire descendre les spécialistes, les géologues, les techniciens, qui vont vous dire oui, là c'est possible, là c'est dangereux. On ne peut pas encore aller partout. Hein. Non. Il y a encore de grandes parties qui ne sont pas ouvertes au public et même pas ouvertes aux chercheurs. Ça reste très dangereux. Très dangereux. Mais en revanche, c'est bien sécurisé. Hein, constamment. On peut le voir partout, tu vois, comme là-haut, des géologues passent régulièrement. Pour s'assurer que tout va bien. Tout va bien. Et qui accueillez-vous ici à la carrière Wellington? Dans la carrière Wellington, d'abord, on a fait venir des Néo-Zélandais, parce que ce sont les Néo-Zélandais qui ont créé ces lieux, qui ont aménagé, plutôt que créé, qui ont aménagé ces lieux. Donc, tout de suite, ils ont adhéré au projet et ils ont même travaillé pour avoir des financements hein, pour cette opération. Ils en ont fait la pub. Ils nous ont trouvé de la documentation qu'on n'avait pas ici à Arras, qui était reparti en Nouvelle-Zélande. Donc ils nous ont fait venir... On connaissait mieux la carrière Wellington en Nouvelle-Zélande qu'ici à Arras. Mais absolument. Presque. Mais absolument. On en avait l'histoire au jour le jour dans le journal de marche des Néo-Zélandais, hein, alors que nous, on ne connaissait rien. On avait les lieux, mais on n'avait pas les clés, on n'avait pas les codes pour comprendre cet ensemble. On les entend comme si on y était. Hein. Oui. On sent vous avez reconstitué la ville ici. Regardez, il y a même des latrines qu'on aperçoit derrière là. Comment ça se passait la vie ici, Alain? Alors c'est un véritable défi logistique. On rappelle que la ville d'Arras, avant la Grande Guerre, c'est à peu près 24 000 habitants. Oui, et ici 22 000. C'est l'équivalent de la ville du dessus. Du dessus, tout à fait. C'est vraiment la ville sous la ville. Et bien sûr, il fallait les ravitailler, il fallait... Tout. Il fallait préparer. Donc ça, c'est les Néo-Zélandais qui ont préparé pendant 6 mois l'arrivée des troupes britanniques. C'est-à-dire qu'on a mis en place un petit train, une voie de 60, qui amenait la nourriture. Il y avait des cuisines régulièrement disposées tout autour du cantonnement, parce que c'est un véritable cantonnement. Il ne faut pas croire que les soldats britanniques pouvaient se promener dans les 20 km du réseau, pas du tout. Ils étaient affectés à un secteur précis, à un pilier précis. On devait donc pouvoir les récupérer très facilement en cas d'urgence. C'est pour ça que les graffitis sont toujours attribués à une même compagnie ou à un même régiment, toujours au même secteur. Pour se déplacer très vite, on avait installé un réseau électrique, hein, pour ne pas qu'il y ait des embouteillages. On l'a vu tout à l'heure. Télégraphique. Ouais. De l'eau courante. Il y avait de l'eau courante. Est-ce qu'il y avait la lumière? Il y avait de la lumière, avec un groupe électrogène qui fonctionnait constamment. Il y avait un service de police. Il y avait un service de scout, parce que quand il fallait remonter ou descendre pour ne pas se perdre, il fallait un ordre de mission où on pouvait remonter et descendre. Il y avait un hôpital de 700 places qui était également prévu, ce qu'on appelle Thompson Cave, qui a été retrouvé à la fin des années 90, créé également là par un Néo-Zélandais, et qui a sauvé beaucoup de monde, parce que la grande difficulté quand on était blessé sur le champ de bataille, c'était d'être rapatrié au plus vite
hein, pour les garrots, pour tout ce qui était... Soins d'urgence. Et alors là, on avait l'hôpital sous le champ de bataille. Donc on a de nombreuses photos de ce major avec tous les gens qu'il a sauvés. Et il a même donné son nom à la carrière, qui s'appelle Thompson Cave. Hein. Et là, pendant les fouilles, on a retrouvé énormément de bouteilles, d'objets, du quotidien, du rasoir, enfin tout ce qui faisait la vie dans le cantonnement, et notamment une inscription, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'était un remerciement. Merci Dieu d'avoir créé ce lieu, hein, contre les obus et contre les balles. Bon, écoutez, on vous écouterait des heures ici, Alain. Et puis surtout, moi je suis ravi qu'on ait pu enfin découvrir cette carrière Wellington, parce que je pense que trop peu de gens savent qu'elle existe. Et il faut venir la voir, il faut venir la visiter. On apprend beaucoup de choses. Déjà en regardant Terre de France, grâce à vous, merci. mais en plus, venir le voir en vrai, je vous assure que c'est encore beaucoup mieux. Donc je vous invite vraiment tous à venir ici. C'est Arras, hein, voilà, on arrive et puis on frappe à la porte. C'est bien indiqué. C'est très facile d'accès. Et vous trouverez facilement. Et en plus, vous avez vu, hein, il est super sympa là. Le monument du Mémorial national du Canada à Vimy se situe à 10 km d'Arras et surplombe la plaine de Douai. Il domine un parc de 110 hectares qui a été confié par la France au Canada en 1922, en signe de gratitude pour ses citoyens morts et en remerciement pour la victoire de Vimy. Le monument est inauguré en 1936 et rend hommage aux 66 000 morts canadiens de la Première Guerre mondiale. Il prend place sur le point le plus élevé de la crête de Vimy. 11 années ont été nécessaires à l'architecte pour déterminer son projet. Chaque détail a été pensé et travaillé pour honorer la mémoire des disparus. Le monument se compose d'un élément bas sur lequel sont gravés les noms des 11 285 soldats canadiens morts en France qui n'ont pas de sépulture connue. Des statues rappelant les vertus universelles sont érigées sur le socle. Certaines sont empreintes d'une force symbolique chrétienne. Enfin, 2 pylônes sont érigés sur cette base. L'un représente la France et l'autre le Canada. Haut de 27 mètres, ils forment une porte ouverte sur la plaine de Douai. À leurs pieds se trouve un important ensemble de 2 statues qui symbolisent le sacrifice et le souvenir. De l'autre côté du monument s'étend le parc mémorial. C'est à cet endroit que se sont déroulés les combats pour la crête de Vimy du 9 au 12 avril 1917. Les Canadiens ont fait beaucoup de travaux sur le terrain pour préparer la bataille et faire face à l'ennemi dans les meilleures conditions. Une partie des souterrains et des tranchées creusées alors ont été restaurées et permettent de mieux comprendre le déroulement des combats. En effet, plusieurs kilomètres de tunnels ont été aménagés pour que les soldats canadiens puissent surgir au plus près des lignes allemandes. Les 4 divisions canadiennes, représentant environ 100 000 hommes, se sont regroupées dans ces souterrains aménagés à 10 mètres sous terre jusqu'au jour de l'offensive. En descendant dans ces tunnels, il est possible de se rendre compte des travaux de préparation mis en œuvre par les Canadiens et de l'importance stratégique qu'ils ont eue pour la victoire de la bataille de Vimy. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vaste œil fétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera, mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long, tout
ce qu'on ne peut pas lui dire. On va le dire à Pascal. Ça a été vraiment une région très endolorie par ce conflit. Et pour obliger nos experts à admirer le soleil, leur guide du jour les attend au milieu du ciel. Eh oh! Oh, mais regardez ça! Il est là-haut! Bougez pas, je descends! Lorsqu'il descend sur Terre, Pascal n'a qu'un objectif, faire partager sa passion pour sa ville d'Arras. Et pour déverrouiller les a priori de nos jurés, il pense avoir les clés. Oui, le Nord-Pas-de-Calais, c'est la plus belle région de France. Pour découvrir Arras, j'ai dans mes poches les clés pour accéder à tout, que ce soit à 75 mètres de hauteur ou à 20 mètres de profondeur. J'ai toutes les cartes en main pour bluffer le jury. Donc je suis ici pour vous montrer pourquoi Arras, c'est quelque chose à découvrir et c'est vraiment un fleuron du Nord-Pas-de-Calais qui peut faire gagner notre région. On va aller voir ça. Pascal veut frapper vite et fort. Il conduit immédiatement les experts au sommet du beffroi. Reste à savoir si Clémentine, Jean-Bernard et Christian auront le souffle coupé par l'ascension ou par la vue. Nous y voilà. Alors. C'est somptueux. Eh, ça valait le coup quand même. Ah, c'est superbe. Extraordinaire, extraordinaire. Qu'est-ce que c'est beau cette place, qu'est-ce que c'est joli. Vous comprenez maintenant pourquoi ce beffroi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pascal ne perd pas une seconde pour placer l'info. L'UNESCO vient en effet de classer le beffroi d'Arras comme 22 autres beffrois du Nord. Le guide conduit nos experts dans un lieu totalement inattendu. Un fast-food. Pascal aurait-il décidé de s'aborder tout à coup sa région? Manger un kebab, mais Voilà, je vous amène à un petit restaurant, c'est pas pour manger, mais c'est pour découvrir cette trappe secrète qui est ici sous cette table. Pascal, ne me dis pas qu'on va aller dedans. Et si on est monté très haut, eh bien on va descendre très bas cette fois. Parfait. Les jurés s'enfoncent dans les sous-sols de la ville, avec une confiance aveugle en Pascal. Oula. Ouh. La vache. On va découvrir des carrières, notamment la carrière Wellington. C'est impressionnant ça. C'est ça, alors la fameuse carrière Wellington.
Ce sont des carrières médiévales réaménagées par les soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale pour que 24 000 hommes puissent vivre ici pendant les 8 jours qui précèdent la bataille d'Arras, le 9 avril 1917. Durant la Première Guerre mondiale, les combats font rage en surface et la ville est en grande partie détruite. En 1917, à 20 mètres sous la terre, les Britanniques et surtout les Néo-Zélandais rassemblent en secret une armée de 24 000 soldats. Pour les accueillir, ils travaillent comme des forçats dans ces immenses carrières de craie qui datent du Moyen-Âge. Ils réussissent l'exploit de creuser en 6 mois 22 km de tunnels dans le but de relier toutes les carrières. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir transporter des troupes par surprise au plus près des lieux des combats. Alors ici, on arrive à une grille qui marque vraiment la séparation entre l'espace qui est visité par le public et un espace qui, vraiment, on a accueilli très peu de personnes depuis les 2 guerres mondiales. Donc on ouvre la grille. Excellent. On est privilégiés, là. Ah, tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression de rentrer dans l'histoire. C'est un véritable voyage dans le temps pour nos jurés. Ils rentrent dans l'intimité des soldats. Rien n'a bougé depuis près de 100 ans dans ces carrières. Je suis surpris d'arriver comme ça et puis de trouver voilà, tous ces objets. Ah, c'est incroyable ça, tout est... L'obus, vaut mieux pas y toucher parce que justement ce sont des objets laissés ici par les archéologues. Ce sont des écuelles laissées par les soldats. Des vieux godillots, regardez, ça doit être des brodequins de la guerre de 14. C'est un...
chers enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, écorcher nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, que sang pur, un peuple nous irons. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, que sang pur, un peuple nous irons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que